Premier verre, moi, c'était à 7 ans. On joue à Capitaine Puff avec mon père. Bah, c'est un jeu où tu bois. Si tu veux, je t'apprends tout à l'heure. Ah ouais, je joue avec toi. Un des sujets du jour, le déni. Je suis pas alcoolique, j'aime juste faire la fête, donc je sais pas ce que je fous là en fait. Moi, je crois que j'ai un petit problème de sucre dans le sang. C'est plus que d'alcool. Bon, j'espère que le film a pu faire émerger des questions qui vont nourrir nos échanges à venir, là, dans les quelques secondes qui vont suivre. J'ai pas pris le temps de me présenter tout à l'heure. J'étais hyper impressionné par la quantité de personnes. Donc moi, je suis Côme Lemierre, je suis médecin psychiatre addictologue à Caen. Ce soir, je devais être accompagné d'une team, moi aussi, de 3 soignantes en addictologie, qui malheureusement, elles aussi, sont restées bloquées sur, je pense, les dunes un peu escarpées de leur quotidien. Donc heureusement, j'ai du backup. J'ai du backup avec moi ce soir. Et je vais demander à Anne-Lise Pitel, professeure Anne-Lise Pitel, de me rejoindre, qui est enseignante et chercheuse à l'Université de Caen. Eh ben, merci beaucoup, Côme. Bonsoir à tous. Donc, on est un petit trio d'organisateurs ce soir. Moi, je suis là pour représenter l'Université de Caen et le laboratoire Neuroprésage, puisque c'est un laboratoire qui travaille en neuropsychologie, en neuroimagerie, et qui a un axe de recherche sur le trouble de l'usage d'alcool, puisque c'est comme ça qu'on dit maintenant. Donc, on est un certain nombre présents ici, chercheurs ou enseignants-chercheurs ou cliniciens enseignants-chercheurs à travailler sur cette thématique. Donc, ça fait plusieurs années maintenant. Je crois que c'est notre quatrième ciné-débat organisé dans le cadre de la semaine du cerveau. Et on aura le temps de rediscuter peut-être des aspects recherche après. Et je vais laisser la parole à Nicolas. Voilà, il nous rejoint le docteur Nicolas Cabé, qui travaille aussi dans le service d'addictologie de Caen. Alors moi, j'étais censé rester au calme au premier rang, comme ça, tranquille. Mais effectivement, on a eu une petite perte de troupes en cours de route. Donc, on a fait ce qu'on voulait pas, c'est-à-dire avoir des hommes dans le panel. On voulait un panel exclusivement féminin et c'est totalement raté. Heureusement, Anne-Lise est là pour équilibrer. Un peu de mansplaining, oui. Voilà. Bon. Donc moi, je suis là en tant qu'enseignant-chercheur clinicien, comme tu dis, addictologue au CHU de Caen. Donc j'ai aussi des gens de ma team dans la salle. Je ne leur demanderai pas de se lever. J'ai même ma team familiale, à vrai dire, qui est là dans ma salle. Donc je suis un peu impressionné. Je parle devant ma mère et ma sœur, qui sont au 2e rang. Là encore, je leur demanderai pas de se lever. Et je représente aussi une association, l'association NACRE Addiction, qui vise à regrouper les cliniciens et les chercheurs. Donc c'est vraiment la passerelle entre les deux mondes, autour de la question de l'alcool et des addictions. Parce que comme vous avez vu, il y a du chemin à faire. Là, ce film, on verra ce que vous en pensez. Moi, j'ai trouvé ça plutôt chouette. Mais il y a tout un monde à conquérir, toute une bataille culturelle à mener. Et donc, cette association vise un petit peu à son échelle à faire ça, évidemment. Et pour progressivement aussi, peut-être, à s'étendre, quand on sera suffisamment solide, à la société civile, aux personnes concernées, pour vraiment amener sur le territoire canet normand à la fin, j'espère, des éléments d'acculturation à l'addictologie, aux addictions et à toutes ces questions d'usage, mésusage, consommation, excès, pas excès, etc. Voilà. Mais merci à tous les deux de ne pas me laisser tout seul devant. C'est sympa. Et puis, je m'adresse aussi à vous, puisque je demandais à chaud là, si certains d'entre vous avaient des réactions, des moments dans le film qui ont été le plus marquants pour eux, et si vous voulez le partager pour débuter un peu ces échanges. Oui. Donc moi, j'ai beaucoup aimé ce film parce que j'ai trouvé, il est remarquablement interprété, mais je l'ai trouvé très proche vraiment de la réalité. C'est-à-dire qu'il n'a pas doré la pilule, il a montré vraiment les difficultés, il a montré les espoirs, il a montré les rechutes, les coups de canif dans le contrat. On nous a pas fait une belle histoire rédemptrice, extraordinaire, même s'il y a une rédemption, c'est pas le mot que je cherche, une résilience, comme il le dit dans le film. Et ça, j'ai beaucoup apprécié le réalisme. Et c'était vraiment un moment fort avec des émotions. J'ai vécu des émotions. Ça m'a rappelé des rencontres, des gens qui, autour de moi, il n'y en a pas eu beaucoup, mais j'en ai rencontré quand même, qui ont eu cette difficulté et qui l'ont toujours. On dit bien que c'est une maladie dans le film, et ça c'est important. Je pense aussi qu'ils aient insisté plusieurs fois sur ce mot-là, et sans stigmatiser ni juger ces femmes qui se débattent face à cette maladie. Donc moi j'ai passé un très beau moment et ça m'a fait beaucoup réfléchir et ça continuera après.
Voilà. Je suis assez d'accord, on sent que le film avait à cœur de pouvoir représenter au mieux les difficultés de ces femmes. Je me demandais en tout cas ce que, Nicolas, tu pouvais penser, toi, de ce qui était aussi bien représenté dans les spécificités qui pouvaient, j'allais dire, concerner les femmes dans la problématique alcool. Puisque c'est surtout d'alcool qu'on parle dans ce film, mais on pourrait très bien élargir la problématique à tous les autres produits et même les addictions sans produits. Déjà, je vais commencer par rebondir sur votre réponse, enfin sur votre témoignage, si on peut appeler ça comme ça, madame. C'était ma grande crainte, moi, en tant qu'addictologue, de pas m'y retrouver dans ce film, d'avoir quelque chose qui serait un peu spectacle, qui m'énerverait. Comme ma famille peut en témoigner, quand je vois des séries médicales à la Grey's Anatomy, je passe mon temps à râler parce que c'est pas crédible. Bah là, j'ai pas beaucoup râlé. J'ai un petit peu râlé sur la scène de l'éduc sportif qui vient à la maison. Brice, je ne sais pas où tu es dans la salle, c'est notre enseignant d'activité physique adaptée, mais si tu fais ça un jour, je te tue, clairement. D'aller chercher un patient à domicile en pétant sa vitre, voilà, tu survivras pas à un truc pareil. Donc ça, c'est pas crédible. Par contre, le reste, globalement, je sais pas ce qu'en penseront mes collègues, mais j'ai trouvé que c'était assez vrai, en fait. Je pense qu'ils ont été bien conseillés. Les actrices et acteurs sont plutôt bons dans le vécu. Dans un côté aussi, effectivement, comme vous dites, c'est pas beau, quoi. C'est le quotidien un peu grinçant, un peu. Les locaux sont pas super jolis, ça on connaît bien. Le matériel sportif est pas super neuf, ça on connaît bien aussi. On n'a pas de grosses voitures pour aller dans le désert. On a déjà du mal à avoir une voiture de service pour emmener les gens au tennis le mardi midi. Donc au moins vous pouvez être rassurés pour ceux qui connaissent pas le milieu addictologique, c'est relativement crédible. Alors c'est pas un soin classique, là on est sur des cures longues qu'on appelait avant les post-cures, où les gens restent effectivement 1, 2, 3 mois, donc là c'était 90 jours si j'ai bien suivi. La plupart des soins se fait quand même sur des durées plus courtes de 7 à 15 jours, avec une petite pression hospitalière à réduire toujours un petit peu plus les durées de séjour et à basculer du coup sur des soins d'hôpital de jour. Alors une fois que ça c'est dit, ce que je trouve assez chouette, c'est qu'ils ont vraiment fait le choix de se décaler sur un établissement purement féminin. Et ça, c'est pas si fréquent que ça. On en a quelques-uns en France qui existent. Et je trouve que ça a permis justement d'ouvrir à des choses qui n'existeraient probablement pas si c'était un lieu mixte. Et c'est peut-être la première réponse que je ferai à ta question, Com. J'ai mis un petit peu de temps à arriver à cette réponse, mais la spécificité, c'est que les femmes, comme dans beaucoup de sphères de la société ou de la vie, ont tendance à se taire quand les hommes sont présents. Et donc, typiquement, quand on a des groupes de parole mixtes, quand on a des ateliers mixtes, et c'est ce qu'on fait dans le service, les hommes prennent toujours beaucoup plus de place que les femmes. Et c'est en ça que ce type de lieu de soins me semble intéressant, parce qu'il y a des choses qui peuvent se dire, qui ne peuvent pas se dire sur le reste du temps. De la même manière, être un soignant homme pour parler à une patiente femme, c'est pas toujours évident, ni dans un sens d'ailleurs, ni dans l'autre. Et ça fait aussi partie des spécificités peut-être de la pathologie alcool et addictologique pour les femmes. Là où pour les hommes, c'est quand même beaucoup plus simple de voir un soignant masculin ou féminin. Alors ça ne doit pas être un enjeu en soi, mais en tout cas, je pense que c'est intéressant à interroger en tant que tel dans la relation. Après, je pourrais tenir 2 heures sur les spécificités féminines, donc peut-être je vais égrener éventuellement les éléments au fil de l'eau, peut-être voir si vous avez déjà des remarques par rapport à ça. Je me suis posé la question, à part les 3 actrices qui sont très connues, mais les autres femmes qu'il y a dans le film, c'est des actrices ou c'est des vraies personnes dépendantes? Alors là, j'avoue ma méconnaissance, parce que je découvre le film ce soir avec vous, donc je ne sais pas. Mais en tout cas, si ce n'est pas des actrices, c'est criant de vérité. Et puis peut-être pour rajouter à ce qu'on discutait tout à l'heure d'authenticité dans les problématiques que vivent ces femmes, il y avait aussi l'authenticité, je trouve, qui était jouée dans les liens qui avaient lieu entre les femmes souffrant d'un trouble de l'addiction, mais aussi les soignants. Enfin, moi, en tout cas, ça m'a, dès le début, quand elle prend à partie l'infirmier en lui disant « mais tu m'aimes comment ?» Comme ça, et que parfois on a nos positions de soignants, alors moi je parle pour moi là du coup en tant que médecin, qui peuvent être happés par les problématiques de ces patients. Et on en vit tous les jours en fait des moments comme ça, cette distance dont on parle beaucoup avec nos patients, et la manière dont on doit se positionner, qui est en permanence questionnée. Et je trouvais que c'était extrêmement bien joué et que ça mettait en valeur cette difficulté parfois à se positionner dans le lien. Oui, j'ai trouvé très attachant Clovis Cornillac, justement pour son côté très humain. D'ailleurs, vous avez dit tout à l'heure qu'il fallait peut-être pas faire comme lui, mais donc
Quel est le curseur en fait? Alors, je vais expliciter pourquoi j'ai dit ça. Déjà parce que c'est pas légal, donc il faut faire attention à soi de ce côté-là. Et puis, comme vous avez pu remarquer, on est sur une pathologie du lien. Et le soignant engage une partie de quoi qu'il fasse, une partie de son affect et de sa capacité à créer du lien humain dans la relation thérapeutique. C'est extrêmement compliqué quand on est soignant en addictologie ou intervenant d'ailleurs en addictologie, quel que soit le métier, de ne pas mettre un tout petit peu de soi dans la relation. Et c'est ce qu'on va appeler du coup l'alliance thérapeutique ou la relation d'empathie. L'empathie, c'est pas une neutralité absolue qui empêcherait de créer du lien, mais c'est d'arriver à mettre le juste curseur dans la relation. Je ne vois pas du tout, donc j'espère que... Voilà. C'est d'arriver à mettre la juste dose dans la relation, à la fois pour rester thérapeutique, puisque si on va trop dans la sympathie, on va finir par vraiment prendre absolument fait et cause pour la personne, et là on devient des amis. Et les amis, c'est chouette, mais ce n'est pas des thérapeutes, ce n'est pas des soignants. Ils ne peuvent pas parfois amener la confrontation qui est nécessaire dans un parcours de soins. À l'inverse, si ça se passe mal, ça peut aller vers l'antipathie. Et là, on a tous les phénomènes de rejet qui font qu'on ne sera pas non plus dans un abord thérapeutique. Et enfin, il faut quand même rajouter un élément important, c'est que certes, les patients rechutent beaucoup, mais les soignants, ils encaissent aussi toutes ces rechutes-là. Et ça peut finir par être extrêmement fatigant. Ce qui fait qu'à mettre finalement trop d'affect dans la relation, on va finir par prendre pour soi les rechutes. Et ça, c'est extrêmement lourd à porter. Là, c'est plus de la charge mentale. À ce stade, c'est carrément le 33 tonnes. Et donc, du coup, on va finir par se sentir un peu responsable de la rechute des patients. Et là, on n'est plus disponible pour eux. Donc, c'est un subtil équilibre à trouver entre la relation d'empathie, qui ne doit pas être de la neutralité, uniquement une forme de neutralité bienveillante. On n'est pas neutre, on n'est jamais neutre dans la relation humaine. Mais pour autant, il faut trouver le juste milieu. Alors, j'espère que ce que je dis là parle à tous les soignants de la pièce. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à commenter. J'espère que ça répond à votre question, du coup, monsieur. Bonjour, moi j'avais une question par rapport à ce que vous avez dit sur la durée de la cure. Ce qui se passe dans le milieu médical, vous dites que c'est jusqu'à 15 jours. Ça va dépendre du type d'hospitalisation. Pour répondre à votre question, en fait, là, c'est vrai que sur ce film, on a l'impression que ce sont une hospitalisation qui a été plutôt organisée sur un temps long. Comme tu en parlais tout à l'heure, on appelle ça parfois une post-cure. Elle peut être organisée parfois après une hospitalisation. Par exemple, nous, à Caen, nous avons un service d'addictologie qui organise des sevrages. Donc, les gens sont hospitalisés pour organiser en fait tout ce qu'on voit avec ces femmes qui ont dans le bras une perfusion, qui ont un traitement qui va leur permettre de mieux passer ce temps de sevrage qui est en fait pour l'alcool extrêmement dangereux, parce que le sevrage d'alcool, le moment où on arrête brutalement de consommer de l'alcool, est une période critique, puisqu'elle peut entraîner des complications sévères, comme une crise convulsive ou ce qu'on appelle un délirium très mince, comme une grande crise hallucinatoire. Et ces deux complications-là sont mortelles, ce qui fait que le sevrage d'alcool, en tout cas, expose dans le film ces femmes à des moments extrêmement dangereux qui nécessitent une surveillance médicale. Donc on va avoir ces périodes-là d'hospitalisation qui peuvent être plutôt courtes, entre 3 jours de sevrage pour certains, alors ça peut aller jusqu'à 14 pour d'autres, en fonction de la sévérité, puisqu'on est tous très inégaux face à un sevrage d'alcool, face à un sevrage d'autres produits. On ne va pas réagir de la même manière. Certains vont consommer tous les jours une bouteille de whisky. Alors voilà, ils ne vont pas avoir de signes de manque à l'arrêt. Et d'autres personnes vont avoir une consommation régulière, peut-être moins importante, et à l'arrêt vont présenter d'énormes signes de sevrage, comme des tremblements, des sueurs et les complications les plus dangereuses dont on a parlé juste avant. Je m'écarte un peu de la question initiale, mais après la réalisation de ce sevrage dans une unité d'hospitalisation, les patients ont la possibilité d'aller vers d'autres structures. Notamment, nous, on est connecté à Caen avec des structures comme celle qui est présentée dans ce film, des post-cures. Et les patients et les patientes vont pouvoir bénéficier d'hospitalisations plus longues pendant lesquelles ils vont consolider leur projet addictologique, soit de l'abstinence, mais aussi certains continuent à se mettre à distance des consommations d'alcool, mais peut-être ont des projets juste de modération. Aujourd'hui, il y a ça aussi, c'est qu'on ne parle plus exactement, là, dans le film, on a l'impression qu'on est un peu old school, à parler que d'abstinence d'alcool. Néanmoins, nous, en tout cas aujourd'hui, on a aussi la possibilité de discuter avec nos patientes et nos patients d'objectifs, de modération et pas forcément d'abstinence pure, j'allais dire. Je ne sais pas si ça répond à votre question.
Je vais compléter juste sur le panorama des soins addictologiques. On peut avoir des choses très très courtes. Ça va être l'avis de liaison aux urgences ou parce que vous êtes hospitalisé en orthopédie et il y a un addictologue qui vient vous voir. Donc c'est le côté un peu flash. La tabacologie fait ça aussi chez nos collègues de tabacologie du CHU. Ensuite, on a effectivement les séjours dont vous parle Com, tels que dans le service où nous travaillons. Ensuite, on a les soins de type post-cure SMR, comme on dit maintenant avec notre langage, où on est sur des soins de 1 mois à 3 mois. Et on a même encore plus long, c'est les communautés thérapeutiques où là, les patients peuvent aller jusqu'à 1 à 2 ans. Donc on a comme ça, et on a cette chance de pouvoir adapter l'outil addictologique au maximum. En parallèle, on a des soins ambulatoires en ville, avec notamment le réseau des infirmières libérales. Et puis on a les hôpitaux de jour, dont Com est responsable dans notre service, qui vont faire du soin à la journée, avec des programmes qui peuvent aussi durer comme ça sur plusieurs mois pour accompagner les patients dans une forme un petit peu intermédiaire entre la ville et l'hôpital. Donc certes, il y a des contraintes budgétaires, mais après, on arrive quand même à peu près à orienter le patient vers ce qui est le mieux pour lui, ce qui est quand même un petit peu notre objectif en tant que professionnel de santé. D'ailleurs, je pense appeler Clovis Cornillac pour faire un atelier mécanique dans le nouvel hôpital de jour qu'on va ouvrir. Mais on a une belle salle de sport, par contre. Il y a une autre petite question par ici. Oui. Bonsoir, merci pour ce film. Donc moi je suis tabacologue, addictologue justement au CHU. Une petite question un peu plutôt une remarque, parce qu'on est tout de même sur la semaine du cerveau. On voit Chantal dans sa 11e cure. Alors, de ce que j'ai compris du bon docteur Cabé, quand on fait des cures, on laisse des neurones en place, qui restent sur le carreau. Est-ce que c'est réaliste de faire 11 cures sans avoir trop des troubles cognitifs ? Parce que c'est peut-être ce qui m'a un peu peut-être manqué dans le film, c'est un peu ce volet-là. Mais après, même s'il était très bien. Alors effectivement, on va parler un peu de cerveau, puis après on va reparler des femmes quand même, parce que c'était l'objectif. Donc, comme vous le dit Marie, en fait, le sevrage, c'est vraiment un stress test pour le cerveau. C'est un moment de crise extrêmement intense. Comme vous l'avez dit, ça peut aller très très loin. Ça peut aller jusqu'à des crises convulsives, des déliriums et voire même un risque de décès, parce que l'alcool vient perturber les équilibres neurochimiques au niveau cérébral, notamment entre 2 grands systèmes qu'on appelle le GABA et le glutamate, peu importe leur nom. Mais c'est vraiment 2 systèmes qui, à eux deux, font le frein et l'accélérateur du cerveau. Et quand l'alcool est présent de manière chronique, il appuie sur le frein, du coup le cerveau s'adapte et appuie sur l'accélérateur. Si vous retirez l'alcool d'un coup, vous retirez le frein et l'accélérateur est déjà enclenché à fond. Et là, vous avez un orage de glutamate, un orage d'excitotoxicité au niveau du cerveau qui va générer de la mort de cellules, de la mort de neurones et de l'inflammation et toute une série d'effets absolument délétères qu'on essaye d'ailleurs d'étudier dans l'équipe avec des projets de recherche. Et il est vraisemblable, c'est ce qu'on va en tout cas essayer de montrer, que on sait que la répétition, en tout cas des sevrages, même quand ils sont bien faits, va déjà amener une détérioration du cerveau qui va retentir sur le fonctionnement cognitif et donc sur la capacité des personnes à cognitivement être prêts à changer et à maintenir ce changement dans la durée. Donc là, on arrive dans une boucle absolument terrible où finalement, plus ils vont répéter les sevrages et moins ils seront capables de tenir de la modération ou de l'abstinence dans les suites. Donc il y a un enjeu assez capital finalement à faire en sorte que chaque sevrage soit une vraie chance qu'on se donne, d'éviter comme ça des sevrages qui seraient itératifs suite à des passages aux urgences par exemple. Mais au-delà de ça, en fait, c'est travailler même une forme de réduction des risques neurologiques et cognitifs chez des patients qui, en pratique, sont en sevrage toutes les nuits, puisque dès qu'ils arrêtent de boire pendant une nuit, le cerveau se met déjà en sevrage et commence déjà à y avoir une détérioration. Donc c'est vraiment l'intérêt de ne pas attendre, comme l'actrice dans le film, d'avoir la pancréatite chronique pour agir, et donc de commencer beaucoup plus tôt. Et ça implique de lever quelque chose qui va concerner en premier lieu les femmes, c'est la stigmatisation, puisque c'est principalement la peur de la stigmatisation qui fait que les patients souffrant d'addiction, vivant avec une addiction, et les femmes en particulier, ne viennent pas dans les soins. Il faut savoir que globalement, quand on regarde les personnes qui ont une addiction à l'alcool, alors c'est dans le monde et c'est plus spécifiquement au Royaume-Uni que ça a été testé, on a à peine 10% des patients qui vivent avec un trouble de l'usage d'alcool qui ont des soins spécialisés, alors que dans la schizophrénie, par exemple, on est plutôt à 80% des patients qui ont des soins spécialisés. Donc on est vraiment dans une pathologie ultra stigmatisée qui ne se soigne pas. Et qui va du coup laisser se constituer des complications issues de la consommation chronique. Et c'est seulement là qu'on va intervenir alors qu'ils ont déjà le cerveau effectivement abîmé. Et je rajoute que le tabac ne fait qu'aider à tout ça en rajoutant des processus inflammatoires, neurotoxicité, etc. J'aime bien que, Marie, tu cites le personnage de Chantal. Et je trouve qu'il est justement... on se rend compte au bout d'un certain moment du film... Enfin, moi, les scènes qui me marquent, c'est le moment où elle fait un peu n'importe quoi avec la raquette de badminton,
On sent qu'il y a une certaine désinhibition qui arrive à un moment donné, quand bien même il n'y a plus de consommation d'alcool. Alors même si on ne parle pas exactement de diagnostic de troubles neurocognitifs dont tu parlais tout à l'heure, et en fait c'est quand le cerveau est tellement abîmé qu'on a de plus en plus de mal à utiliser sa mémoire, à utiliser sa capacité à se freiner, à utiliser son algorithme décisionnel. On sent que Chantal, à la fin, plus on la découvre, plus on se dit qu'il y a quand même quelques petits signaux d'alerte. Enfin, moi, quand je la regarde, Chantal, c'est la deuxième fois que je voyais le film. Puis, grâce à Jessica, je vais me renseigner pour savoir si ce sont vraiment des patientes alcoolodépendantes, puisque ça, je n'ai pas l'information. Mais on a l'impression qu'elle a quand même quelque chose qui est en train de se passer, un processus pathologique qui peut-être altère ses fonctions cognitives. Peut-être je peux faire le lien juste pour revenir aux femmes et la spécificité des femmes, parce que en fait tu disais, Nicolas, qu'elles étaient sous-représentées dans les groupes de parole, sous-représentées dans les soins, mais elles sont aussi sous-représentées dans la recherche. Donc, comme on inclut des patientes, des participantes dans les services d'addictologie, eh bien nous, dans nos études, je dirais qu'on a au moins 75% d'hommes, ce qui fait qu'au final, il y a une hypothèse dans la littérature qui est une plus grande vulnérabilité des femmes et du cerveau des femmes, pour tout un tas de raisons, aux effets de l'alcool. Mais en fait, c'est très compliqué d'aller la tester, cette hypothèse, puisque les participants qu'on a sont effectivement très majoritairement des participants et peu de participantes. Et je trouve que ce serait intéressant de parler de ça, parce que moi qui suis une femme, je me suis projetée, évidemment, j'étais un peu émue là, quand elle voyait ses enfants. Bon. Et je me dis, donc ma représentation à moi, c'est qu'en fait, c'est encore plus tabou chez la femme, et c'est encore plus culpabilisant. Parce que la représentation que j'ai, qui m'est personnelle, mais je vous la partage ce soir, c'est qu'en fait, des hommes alcooliques, on en connaît tous. Il y en a je ne vais pas dire dans toutes les familles, mais quasiment. Et puis voilà, c'est comme ça. Des femmes alcooliques, quand même, elles ont des enfants. J'ai l'impression que le jugement va être beaucoup plus sévère et du coup beaucoup plus culpabilisant. Ce qui fait que, en tout cas, c'est ma représentation, les consommations vont tendre à être cachées plus longtemps et l'accès aux soins encore plus difficile, quoi. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, c'est ma représentation des choses. Alors, effectivement, du coup, sur cette composante finalement de spécificité des femmes face à l'alcool, aujourd'hui, elle est clairement avérée et elle se joue globalement sur 3 niveaux, si on est très schématique. Un niveau physiologique, un niveau psychologique et un niveau social. Au niveau physiologique, très clairement, les femmes ont, de par la constitution corporelle, un volume de distribution qui est plus faible, un volume d'eau qui est un peu plus important. Et ce qui fait qu'à consommation strictement égale d'alcool, l'alcoolémie d'une femme va être plus importante. L'alcool va monter plus vite, va passer plus vite dans le cerveau, plus fort aussi. Et le dégât de l'alcool sur l'organisme est plus important, encore une fois, à quantité égale. Donc vraiment, les femmes, quel que soit d'ailleurs leur rapport à l'alcool, vont payer double l'addition face à l'alcool. Le deuxième élément, c'est l'élément psychologique, où là, je rejoins ce que tu disais, avec cette dimension de honte beaucoup plus marquée qui peut apparaître chez les femmes, cette idée aussi qu'elles doivent tenir, et donc dans ce « je dois tenir », il y a la recherche éventuellement d'un adjuvant, quelque chose qui va permettre de tenir, et l'alcool peut en faire partie. Et puis le troisième levier, il est vraiment social, avec, comme tu le disais, une stigmatisation extrêmement importante, un problème aussi de représentation qui font que souvent on ne pose pas la question aux femmes, ou beaucoup moins en tout cas de leur consommation d'alcool. Je voyais comme ça des enquêtes autour des suivis de grossesse où le pourcentage de femmes qui n'a jamais été interrogée sur l'alcool pendant sa grossesse, c'est absolument fou. Les résultats préliminaires de notre étude Néopète montrent aussi qu'il y a des consommations qui sont beaucoup plus importantes que ce qui est déclaré. Donc il y a vraiment un tabou autour de cette consommation qui est importante. Et puis il y a vraiment un impensé qui est que avec les changements de regard culturel sur les consommations d'alcool et de tabac, les femmes sont en train de rejoindre très 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 vite les niveaux de consommation des hommes, et que tout ça se fait vraiment un peu sous le radar, ce qui fait qu'on ne peut pas vraiment en parler, et que quand il y a un problème, du coup, ça devient encore plus difficile de demander. Et je passe là-dessus, évidemment, toutes les attentes qu'on a envers les femmes, d'être une bonne mère, une bonne femme, c'est dit dans le film, hein, mieux que ce que je pourrais décrire moi, qui font que c'est extrêmement compliqué de sortir du rôle modèle qu'on impose à la femme pour aller demander de l'aide derrière. Et est-ce que dans ce contexte, vous deux, les addictologues, vous comprenez le fait que maintenant les recommandations de consommation d'alcool ont été baissées, mais soient similaires pour les hommes et pour les femmes? Est-ce que c'est juste parce que ça simplifie les choses
on a un discours, ou est-ce que c'est pas ne pas alerter sur cette vulnérabilité? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, je vais leur donner ces recommandations, hein, vous les avez sûrement entendu parler, c'est le fameux 2 verres d'alcool par jour et pas tous les jours. Je ne sais pas si ça vous parle. Qui a déjà entendu ces recommandations? 2 verres par jour, pas tous les jours. Alors, c'est pour les moins de 65 ans. Là, je pense que je passe pas au 2e tour, par exemple, tu vois. Pour les plus de 65 ans, c'est moins. Pour les plus de 65 ans, c'est moins. Hein. Mais c'est encore moins connu. C'est encore moins connu. Alors, l'histoire de ces recommandations, c'est que les chercheurs ont fait un plutôt joli travail. Ils sont allés regarder le niveau de mortalité induit par les différents niveaux de consommation d'alcool. Ils ont aussi demandé à un panel de gens représentatifs quel est le niveau de risque, de sur-risque de mortalité que vous accepteriez pour un certain nombre de facteurs d'exposition à des facteurs de risque. Pardon. Et puis, à partir de là, ils ont calculé un seuil de consommation qui réduirait ces risques de morbimortalité, donc de maladie et de mortalité, d'un facteur 100 à un facteur 1000. Ça leur a donné un seuil de consommation pour les hommes et un seuil de consommation pour les femmes. Et ils ont fait le choix, pour une fois, de dire on va s'aligner sur celui des femmes. Donc en fait, le seuil d'aujourd'hui, c'est le seuil pour les femmes. En vrai, les hommes pourraient consommer plus, mais évidemment, ça, on ne le dit pas. Et l'idée, c'était de pouvoir produire un message extrêmement simple, sous forme d'un slogan, qui a du coup cet élément négatif d'être trop simple, à mon avis, et de ne pas couvrir un certain nombre de cas particuliers. 2 verres par jour, pas tous les jours, déjà, ce n'est pas une limite minimale, hein, c'est plutôt une limite maximale. C'est pour être dans un niveau de risque faible de consommation. Le vrai seuil, c'est 0. C'est le seul niveau de consommation qui ne présente pas de risque pour la santé, ça je pense qu'il faut le dire. Et ça ne concerne pas les enfants, ça ne concerne pas les femmes enceintes, ça ne concerne pas les gens malades, ça ne concerne pas les personnes âgées, ça ne concerne pas toutes les maladies chroniques diverses et variées. Donc voilà, ce n'est pas très subtil, mais l'idée c'était de produire un message fort qui pour une fois est aligné sur les femmes plutôt que sur les hommes. Je pensais à la réaction de certains étudiants quand on leur présente les deux normes, en fait, puisqu'avant, comme tu le disais, on parlait plutôt des normes de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui parlait de 3 verres par jour pour les hommes et 2 verres pour les femmes. J'avais toujours des étudiantes qui disaient c'est injuste, pourquoi? Enfin, on voyait qu'il y a aussi quelque part, je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire, mais une sorte de déstigmatisation, mine de rien, de ces normes-là. Tout le monde est un peu sur la même base. Je me demandais, dans la pratique clinique, quelle était la proportion des patients qui venaient de leur plein gré? Parce qu'on voit que dans le film, c'est pas trop le cas. Je peux faire une réponse un peu provoque. Je pense que c'est 0%. Pourquoi? Parce que je pense que personne, on a beau être très sympa, hein, personne ne vient chez l'addictologue de plein gré. Je veux dire, moi, on me dirait d'aller chez l'addictologue, j'irai pas de plein gré, hein, je peux t'assurer. Ça veut dire que tu acceptes l'idée d'aller voir un soignant dont tu imagines de base qu'il va t'interdire des trucs. Ça va te coller un stigmate direct sur la tronche d'être addict, alcoolo, tout ce que tu veux. Donc je pense que personne, s'il avait le choix, n'irait voir un addictologue, clairement. Et en plus, on est plutôt des services qui sont des recours de 2e ligne, c'est-à-dire que c'est déjà passé par le médecin généraliste, par les collègues d'autres spécialités. Il faut qu'à un moment, il y ait une forme de déclencheur qui agisse. Et donc, en fait, la demande, voire même la contrainte, elle est souvent portée à l'extérieur de l'individu lui-même, que ce soit par la famille, que ce soit par le travail, que ce soit par la loi, avec les obligations de soins. Donc, si tu parlais quand tu disais de plein gré, et si c'était juste pas contraint par la justice, c'est quand même la grande majorité. Je dirais qu'on est peut-être autour de 10% à la louche des patients qui sont sous obligation judiciaire de soins. On en a 90%, c'est pas le cas, mais par contre, la contrainte peut être tout aussi forte. Hein. Quand la conjointe te dit « je vais me casser » ou que l'employeur va te dire « je vais te virer », la contrainte est tout aussi forte. Mais c'est pas du tout un drame en soi, puisque la contrainte, on peut tout à fait l'accueillir et on peut rouler avec tranquillement pour faire émerger une demande qui va devenir beaucoup plus interne et en fait internaliser la demande. Ça prend un petit peu de temps, ça demande de construire une alliance thérapeutique. Et c'est pour ça que les collègues ont parfois du mal à entendre ça, mais on n'est pas un service qui fait de l'hospitalisation non planifiée. En fait, tout ce travail-là, il est fait en amont sur de la consultation. Il y a un vrai travail de fond à mener avant d'engager les soins de ce type-là. Et d'ailleurs, c'est peut-être une incohérence du film. Envoyer quelqu'un en post-cure comme ça sur un événement aussi brutal, le risque de rechute à la sortie est quand même franchement élevé. Là, tant mieux, elle s'en sort, mais il faut quand même vraiment du temps pour travailler. Vous disiez, madame, au tout début, c'est une maladie, je dirais même c'est une maladie chronique, hein, du même ordre que l'hypertension artérielle ou le diabète, qui se travaille vraiment sur le temps long. Aujourd'hui, on a plutôt tendance à mettre de côté le terme alcoolique, qui est très essentialisant, qui viendrait renvoyer sur la personne son comportement. Et donc, on parle plutôt de troubles de l'usage, de personnes qui vivent avec une addiction, par exemple. Néanmoins, c'est comme vivre avec un diabète, ça va toujours rester un petit peu dans un coin. On pourra être en rémission prolongée. On a des patients qui sont en rémission depuis 20, 30 ans, mais
Mais pour autant, il y aura quand même une vigilance à garder. J'avais une question, c'est par rapport aux patients. Là, dans le film, il y a une sorte de représentation un peu. On peut voir que ça va au niveau de la classe socio-professionnelle. Ça a l'air d'aller de l'ouvrier à l'actrice de cinéma. Mais dans la réalité, est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que toutes les classes sont autant touchées et à quel impact en fait? Parce que réellement, je pense que certaines classes n'ont pas forcément accès aux soins de la même manière que certaines d'autres. Et en même temps, certaines s'en sortent beaucoup moins bien et ont plus de chances de rechuter derrière. J'aurais tendance à dire que la grande partie des vulnérabilités addictives sont plutôt bien réparties dans la population. C'est comme la connerie, ça se répartit de manière assez diffuse. Après, il y a clairement des leviers qui sont plutôt sociétaux, environnementaux. Et donc la précarité, par exemple, ça peut effectivement... ça va jouer de manière assez importante. Toute la dimension aussi éducative, culturelle va jouer. Il y a quand même des effets de modèle dans les comportements parentaux. Des parents qui boivent beaucoup, qui fument beaucoup, qui sont dans une culture où finalement c'est relativement licite de donner de donner de l'alcool à un enfant de 7 ans, comme on a pu voir dans le film, ça clairement ça va être un facteur de vulnérabilité supplémentaire. Pour autant, les addictions, elles se répartissent de manière tout à fait homogène dans la société. C'est juste que certains vont être addicts à la villageoise et puis d'autres vont être addicts au champagne. Mais à la fin, in fine, ça reste la même maladie avec des niveaux différents, on va dire, de dépenses. Si on prend l'exemple de l'addiction comportementale, c'est le même. C'est pareil. C'est-à-dire que tu peux avoir 2 personnes qui sont addictes au jeu d'argent. Une parce qu'elle dépense 50 € par mois, l'autre parce qu'elle en dépense 5000. On va juste calibrer par rapport au niveau socio-économique de la personne pour juger si on rentre dans un trouble, c'est-à-dire dans une perturbation du fonctionnement. Voilà. Pareil si on prend d'autres produits, on a le continuum crack-cocaïne. Alors pour ceux qui ne savent pas, le crack, c'est une version un petit peu dégradée de la cocaïne qui est moins chère. Eh ben, on est sur vraiment un continuum de population où les plus précaires vont aller sur le crack et les plus riches vont aller sur la cocaïne. Mais globalement, c'est le même effet cérébral et c'est les mêmes mécanismes addictifs et d'abord psychothérapeutiques et thérapeutiques en général. Donc voilà, moi je rejette fondamentalement cette image que peuvent renvoyer les politiques de personnes addictes comme plutôt pauvres, désinsérés, violents, fouteurs de merde. On voit régulièrement quand même des enfants de ministres qui sont arrêtés pour trafic ou consommation. J'ai envie de dire, c'est pas cool pour eux, mais c'est tant mieux pour nous parce que ça montre que tous les milieux finalement sont touchés. On a régulièrement des députés aussi qui peuvent être interpellés là-dessus. Voilà. Donc je pense que c'est un problème qui concerne absolument tout le monde. Et le phénomène récent d'explosion des consommations de cocaïne ou de protoxyde d'azote, par exemple, vont encore un peu plus renforcer cette idée et ce constat de réalité que ça touche absolument tout le monde. Voilà. Après, je suis d'accord avec vous, il faut regarder du côté de l'accès aux soins. Et là, clairement, tout le monde n'est pas sur un pied d'égalité. Il y a des belles cliniques à Paris où tu peux faire... Là, pour le coup, tu fais ton rallye, mais avec une vraie belle voiture, quand d'autres services sont méga en galère, voire certains territoires sont complètement désertiques. Là, en Normandie, on a des zones où on n'a plus aucun soin addictologique de disponible. Oui, bonsoir. Ce sera à propos genre des proches ou des gens à l'extérieur. On parle de stigmatisation ou là dans le film, est-ce que les femmes se confondent pas trop au monde extérieur, mis à part les enfants du personnage principal ou la fille de l'actrice, mais ils sont juste réduits à se protéger eux-mêmes en fait, quitte peut-être à faire du mal à la personne sans le faire exprès. Ou je sais que ou dans les cas concrets, par exemple, quelqu'un qui voudrait aider un alcoolique pourrait essayer de vouloir donner des conseils, mais il pourrait être donneur de leçons et ça pourrait être contre-productif, ce genre de choses. Donc qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus ou des conseils à donner comment se comporter en fait, voilà. Ouais. C'est montré, l'addiction est probablement une des maladies qui fait le plus de mal à l'entourage. Et comme ça s'étale sur le temps long, il y a quand même un lourd bagage qui s'accumule. Et en général, comme l'arrivée sur les soins se fait tardive, au moment où il y a une arrivée dans les soins, il y a un gros paquet, une grosse valise à traiter. Et c'est pour ça qu'on a notamment, on mobilise en tout cas en addictologie notamment les approches de type systémique, thérapie systémique, donc thérapie familiale, thérapie de couple. Ça c'est la version la plus évoluée quand on a le temps et les personnes formées pour le faire, pour venir justement travailler sur ces dynamiques relationnelles et considérer non pas l'individu comme l'objet du problème, mais comme étant la résultante d'une problématique
problématiques de système, d'interaction entre les parties. Une autre manière de voir, c'est marrant parce que pour chaque chose que je vous dis, j'ai une personne dans la salle qui correspond. Une autre manière de voir, c'est de regarder justement comment les relations sociales vont être influencées et vont influencer la conduite addictive, ce qu'on appelle la connectivité sociale, et donc le fait d'appartenir à des groupes, parce que clairement, ces groupes d'appartenance vont se modifier au cours de la trajectoire de vie de la personne, avec en général malheureusement une extinction des groupes qui étaient les plus supports, au profit de groupes où la consommation est prédominante. Et ça va aussi remanier potentiellement en profondeur la personnalité, enfin pas la personnalité, l'identité de la personne et les normes dans lesquelles elle évolue au quotidien. Et donc ça, c'est quelque chose aussi qu'on peut travailler par le biais d'outils d'évaluation et par le biais d'ateliers qui sont en cours de conception. Ensuite, il y a les personnes, les familles elles-mêmes. Il faut pouvoir aussi accompagner la souffrance que ça a pu susciter. Alors, on a quelques groupes entourage qui peuvent exister, notamment à Caen ou au XAPA Rive-Gauche, avec alors, certains groupes qui font le choix d'accueillir les familles avec leurs proches, comme on a souvent dans les séries américaines, ou d'autres qui reçoivent que les proches, pour vraiment qu'ils puissent parler de manière complètement libre. Et j'ai oublié ce que je voulais vous dire en plus. On parlait de la famille. Est-ce que ça répond à votre question déjà à peu près, ce que je vous dis? Bon, il y avait un autre truc que je trouve intéressant, mais ça va me revenir. Juste, je me rends compte que vous n'avez pas parlé, les garçons, des groupes de femmes. Il me semble que vous étiez censé, vous souhaitiez en parler, je pense, faire un peu de pub, de promotion interne. Donc du coup, c'était la team qui était censée vous présenter ça, parce que justement, c'est elles qui l'ont créé. Donc c'est le premier, je crois... non, le XAPA Rive-Gauche avait dû en faire un à une époque, je ne sais pas s'il est encore en place. Donc un groupe qui est mené par l'unité de coordination addictologique de l'EPSM, qui est l'hôpital psychiatrique de Caen, pour les femmes. Donc là, pour le coup, c'est un peu ce que je disais par rapport au film, c'est un espace en non-mixité, comme disent beaucoup les journalistes, pour que les femmes puissent s'exprimer aussi de manière libre et en évoquant peut-être des problématiques qui leur sont spécifiques. Je me suis fait une remarque sur le film lui-même, c'est il y a un mot qui m'a vraiment attrapé au début du film, c'était le mot reconstruction. Il y avait le côté, voilà, il faut se reconstruire, c'est ce qu'elle dit au début. Et tout à la fin, un des derniers mots qui est prononcé, c'est le mot espoir. Je pense que c'est pas anodin du tout. Et ça ouvre sur une dimension supplémentaire. On a beaucoup parlé là de modérer, arrêter, ce qu'on va du coup appeler la rémission, où on est vraiment dans l'idée de supprimer les symptômes liés à l'addiction. Et ces mots de reconstruction et d'espoir, ils ouvrent vers une dynamique qu'on appelle le rétablissement, qui est un virage qu'on est en train de prendre en addictologie. C'est de ne pas se limiter finalement à arrêter les consommations des gens, mais les aider à reconstruire en parallèle de ça une vie qui soit pleinement satisfaisante et porteuse d'espoir. Et ça, c'est pas du tout anodin parce que souvent, on parle de centration sur le produit dans l'addiction et on illustre ça avec une espèce de projecteur où vous avez la bulle de l'alcool qui a pris toute la place et qui écrabouille toutes les autres, qui écrabouille l'activité physique, la famille, l'alimentation, le sommeil, tout ce qu'on veut. Et clairement, c'est ce qui se passe quand on retire l'alcool chez une personne qui vit avec une addiction à l'alcool. Il y a un énorme trou en plein milieu. Là, le pire à faire, c'est de la laisser ressortir, se confronter à ce vaste trou et retomber dedans. Et là, la rechute est quasiment garantie. Alors évidemment, 15 jours, on peut pas remplir le trou, mais c'est bien l'objet de l'hôpital de jour que Com est en train de monter, c'est justement de pouvoir installer sur la durée un accompagnement qui permet ce rétablissement. Alors ça va passer par plein de petites choses. Travailler avec la famille, c'est effectivement ce que l'approche systémique va nous permettre. Travailler sur l'activité physique, le lien au corps, se reconnecter à son corps. Retravailler la confiance en soi, l'affirmation de soi. Ça peut passer à la fois par le corps et aussi par les ateliers. La remédiation cognitive, quand c'est le cerveau qui est en train de partir en cacahuète. Travailler sur les relations sociales, la connectivité sociale. Travailler sur les émotions. On l'a vu dans le film, la régulation des émotions. Donc ça peut passer par des jeux de rôle, ça peut passer par de la réalité virtuelle, comme le propose aussi dans le service. Et vous voyez qu'en fait, là, on a toute une galaxie qui s'ouvre de soins non médicaux en tant que tels, qui sont très mal vus des instances qui financent ou qui dirigent, parce qu'ils ont l'impression qu'on est en train d'ouvrir un Disneyland ou que c'est Center Park dans le service. Mais pour autant, qu'ils sont absolument essentiels. Et je trouve que ce film est une très bonne illustration de ça. Il y a une finalité derrière ça. On n'est pas en train de les occuper. C'est pas de l'occupationnel qui fait Clovis là. Il y a un but derrière tout ça. Et ce but, c'est justement la réhabilitation, le rétablissement. Et en ça, je trouve que ce film est quand même une très bonne illustration, malgré les quelques petites coquilles addictologiques qu'on peut voir par-ci par-là. Voilà, je m'arrête là. Je sais que ça va être difficile, Nicolas. Je me permets de te couper. Sinon, on va peut-être prolonger jusqu'à minuit, mais je pense qu'on a aussi des vies auxquelles on va retourner.
Merci à tous les deux, merci pour vos éclairages, que ce soit de la recherche, du point de vue de la recherche, du point de vue de la clinique. C'est toujours extrêmement riche d'avoir voilà, tous ces échanges. Merci à vous d'avoir pu nous apporter vos réflexions. On remercie encore la MGEN pour conclure ça. Et j'espère qu'on se reverra l'année prochaine pour un nouveau ciné-débat. Voilà, avec vous, toujours plus nombreux, parce que c'était extrêmement... moi, je suis enjoué de voir autant de monde pour venir parler d'addictologie avec nous. Donc, merci beaucoup à vous. Ouais, bonne soirée à vous. Bonne nuit.